fait que quel que soit le type d'infrastructure qu'on va retenir, au niveau collectif, il va falloir faire passer les câbles sur un chemin de câble. Et c'est dans ce domaine que nous intervenons, nous, UNEX, parce que UNEX, c'est une entreprise familiale, européenne, indépendante, qui a été créée en 1964 et dont le métier, depuis bientôt 60 ans même, à l'automne, c'est de fabriquer des solutions isolantes pour supporter les câbles, distribuer les câbles et fixer les câbles. Et comme je le disais en introduction, ces solutions sont isolantes. On va donc faire de la sécurité un enjeu majeur, en particulier dans le cadre des IRVE, où on a une infrastructure, on le verra un peu plus tard, mais ça a déjà été évoqué, qui est éminemment évolutive, puisque bien entendu, 100% des emplacements ne sont pas systématiquement équipés d'une borne de recharge, ils le seront a posteriori. Alors, deux mots sur UNEX pour bien comprendre qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Nous sommes une entreprise indépendante, je l'ai dit. 100% de la fabrication est faite dans nos usines pour garder la maîtrise à la fois du cycle de production, de l'outil de production et de la qualité de la fabrication. Nous avons en permanence 100% de nos références en stock pour garantir un niveau de disponibilité maximum, la meilleure réactivité possible, le tout à travers un réseau de distributeurs d'environ 600 points de vente aujourd'hui en France, et la plupart sont capables de vous fournir nos produits soit le jour même, soit le lendemain. C'est un élément qui est important parce que j'entendais tout à l'heure que quand on achète et qu'on prend livraison du véhicule électrique le vendredi, on aimerait bien que la borne soit raccordée le samedi. Bien, on fabrique des produits avec autant de valeur ajoutée que possible. Une valeur ajoutée, ce n'est pas juste des caractéristiques pour le plaisir d'avoir un produit performant, mais ce sont des caractéristiques qui ont des bénéfices auxquels vous, les utilisateurs, allez accorder de la valeur. On parlait de solutions isolantes, on parle de solutions résistantes au choc, on parle de solutions qui n'auront pas besoin de se mettre à la terre, on parle de solutions qui ne se corroderont pas dans le temps. Donc on parle de produits sur lesquels il faut qu'on soit capable d'apporter la preuve des caractéristiques que nous communiquons. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire qu'il faut que les normes de référence existent, nous faisons certifier nos produits pour tous les marchés sur lesquels nous évoluons. Et nous évoluons en France, en Europe et dans le monde. Et enfin, un dernier point, mais qui prend de plus en plus d'importance, nous nous inscrivons aujourd'hui dans une logique aussi vertueuse que possible, depuis la conception des produits jusqu'à leur recyclabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? La conception du produit, c'est concevoir un produit avec des matières premières dont on va garder la maîtrise vis-à-vis de la composition, en particulier vis-à-vis de garantir l'absence de substances dangereuses, conformité à la directive EuroHS, pas de plomb, pas de mercure, pas de cadmium, j'en passe des meilleurs, on ne va pas tous les énumérer. C'est avoir des processus de fabrication aussi vertueux que possible. On évolue dans le domaine de la plasturgie, donc l'eau que nous utilisons pour refroidir les machines et refroidir les produits en sortie de machine est utilisée en circuit fermé. Nous prélevons aussi peu d'eau que possible sur le réseau. Lorsqu'on va emballer nos produits pour les livrer, qu'ils arrivent en parfait état, on va soigner la qualité des emballages, on va s'inscrire dans une logique vertueuse pour faire appel à des produits issus de forêts qui s'inscrivent dans des logiques certifiées. On va accorder un point très important. Je vais finir en parlant de recyclabilité des produits, mais pour nous, j'allais dire, c'est pas un drame, mais c'est un peu dommage de recycler un produit en le détruisant, donc en détruisant toute la valeur qu'on y a introduite pour le fabriquer. L'idéal, c'est d'avoir des produits qui durent longtemps et qui, lorsque l'installation arrive en fin de vie, ce n'est pas forcément la fin de vie du produit. Les produits, bien souvent, ont une durée de vie qui est supérieure à celle de la durée de vie de l'installation. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens pensent à comment réutiliser les produits. C'est ça aussi une logique vertueuse. Alors, bien entendu, on s'inscrit dans une logique réglementaire en France, qui est la responsabilité élargie du producteur relative aux produits et matériaux de la construction du bâtiment. Nous nous inscrivons complètement dans cette logique et nous y participons activement. Voilà, en quelques mots, qui est UNEX. Maintenant,
on va parler de chemin de câble parce que finalement c'est un peu obligatoire, vous en avez tous parlé. On ne peut donc pas passer à travers. Et tous autant que vous êtes, vous avez évoqué le fait que sur le marché, vous avez aujourd'hui plusieurs choix. Selon que vous allez faire valoir votre droit à la prise, c'est une possibilité, mais on ne va pas être dans une logique collective, bien qu'il faudra bien faire arriver les câbles jusqu'à la borne de recharge. Lorsqu'on est dans une infrastructure collective, vous avez le choix entre une solution gestionnaire réseau de distribution, réseau électrique auto, colonne horizontale, ou un opérateur de recharge. Mais dans les deux cas, il va falloir faire arriver les câbles jusqu'à la borne. Alors, sans rentrer trop dans le détail, finalement, on a vu qu'il y a beaucoup de possibilités, mais quand on se penche sur la solution qui est compatible avec tous les cas de figure, que ce soit un réseau électrique auto, que ce soit un opérateur de recharge, qu'on soit dans l'existant ou dans le neuf au-dessus de 2 mètres. Normalement, dans le neuf, on n'est jamais en dessous de 2 mètres pour le passage des câbles. On a toujours dimensionné correctement les hauteurs sous plafond dans les parkings. Voilà. Je vois que Bastien hoche un peu de la tête, il semblerait que ce ne soit pas toujours le cas. La règle et l'exception, toujours. Voilà. Et dans le cas de la solution opérateur, où on est dans le cadre de la 1500, vient s'ajouter une contrainte supplémentaire lorsque les câbles passent en dessous de 0,90 m, lorsque les alimentations arrivent par le sol, par exemple. Eh bien, ce qu'on met en évidence ici, c'est qu'en fonction du cas de figure, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités, même s'il y en a une qui est celle du réseau électrique auto en dessous de 2 mètres, où vous n'avez qu'une seule solution pour le chemin de câble, c'est un chemin de câble isolant, idéalement Unex, bien entendu. Hein. Je ne suis pas là pour représenter le syndicat des fabricants de chemin de câble isolant, je représente la société Unex. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que finalement, si aujourd'hui je suis un promoteur et que je ne sais pas encore quelle est la solution technique qui sera retenue pour l'alimentation des bornes de recharge, je ne dois pas me tromper pour le chemin de câble. Le chemin de câble que je dois retenir et que je dois demander à mon bureau d'études et à mon architecte d'anticiper, c'est un chemin de câble isolant, bien sûr, parce que c'est celui qui sera compatible avec toutes les solutions. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a vu qu'il y a un cas de figure où vous aurez le choix, au-dessus de 2 mètres, en réseau électrique auto, entre faire passer vos câbles sur un chemin de câble ou les fixer directement au plafond. Vous avez ici 2 visuels qui vous montrent que dans 2 centres de formation, dans un cas merci à Formapélec et dans l'autre merci à Enedis, à gauche sur la photo, vous voyez que Formapélec a fait passer les câbles sur un chemin de câble et est ensuite descendu sur des équipements Parkelec de mon ami Didier. On voit très bien la différence qu'il y a entre avoir des câbles en apparent avec toutes les dérivations individuelles en apparent et la solution posée sur un chemin de câble. On le voit encore mieux ici, où vous voyez des exemples concrets de réseaux électriques auto, où des chemins de câbles Unex ont été utilisés pour faire arriver les câbles jusqu'au point de dérivation qui permettront ensuite d'alimenter les différentes bornes de recharge. C'est important cet aspect-là parce que, je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas équiper 100% des emplacements avec une borne de recharge. L'installateur va donc devoir, ou l'opérateur, va devoir, au fil de la vie de l'installation, venir faire des raccordements sur ce chemin de câble. Soit en tirant des câbles supplémentaires depuis le tableau des services généraux ou du tableau associé au point de livraison dédié à cette installation, soit à devoir faire des dérivations individuelles dans le cas d'un réseau électrique auto. Et là, dans ce cas-là, ça sera important d'avoir à l'esprit que le chemin de câble qui aura été monté permette de le faire en toute sécurité. Parce que dans beaucoup de cas, l'installateur qui va intervenir, ou l'opérateur qui va intervenir, va le faire sous tension. Et il sera donc important que les techniciens qui interviendront à cette occasion le fassent dans les meilleures conditions de sécurité. J'évoque ce point-là en particulier parce que je sais que Consuel, dans son intervention de tout à l'heure, va mettre en évidence le fait que, en 2023, dans 17% des cas de contrôle qui ont été effectués dans des installations privées, ils ont constaté des défauts liés à des risques de contact indirect. Un risque de contact indirect, c'est quoi? C'est lorsque vous touchez un objet qui lui-même est en contact avec un conducteur actif, vous vous exposez à un risque d'électrisation.
c'est quelque chose qui ne peut pas arriver avec un chemin de câble isolant. Si vous retenez une autre solution, celle que les gens connaissent le mieux, vous allez devoir impérativement mettre à la terre votre chemin de câble métallique pour que le défaut soit évacué, mais en n'oubliant pas une chose, c'est que dans le cas d'un réseau électrique auto, de toute façon, mettre à la terre le chemin de câble n'apportera pas une sécurité supplémentaire puisqu'il n'y a pas de dispositif qui va couper l'alimentation. Il n'y a pas de protection des personnes sur un réseau électrique auto tant qu'on n'a pas passé le disjoncteur de protection individuelle, le fameux AGCP qui est intégré au tableau du point de livraison. C'est ça l'enjeu ici, c'est d'apporter un maximum de sécurité sur toute la durée de vie de l'installation. J'ai apprécié que soit évoqué tout à l'heure le fait qu'une infrastructure de recharge de véhicules électriques, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation d'un patrimoine. C'est une valorisation financière parce que, bien entendu, une copropriété dans laquelle vous vendez un appartement dont l'emplacement de parking est équipé d'une IRVE, il a plus de valeur aujourd'hui sur le marché que si ça n'est pas le cas. Mais ce qui va contribuer à la valeur du bien, c'est aussi l'esthétique de l'installation que vous aurez réalisée et de l'image que vous allez communiquer au futur acquéreur. Et dans ce domaine, eh bien, il est évident que c'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus valorisant de passer ces câbles sous chemin de câble plutôt que de les passer en apparent. J'ai pris délibérément un exemple de deux copropriétés différentes où dans un cas, à droite, les câbles ont été passés en apparent. Je sais, c'est une question d'esthétique et de perception personnelle, mais il y a un message de sécurité qui passe en même temps avec. Dans un cas, vous voyez le réseau électrique, et dans l'autre cas, vous ne le voyez pas. Mais ce n'est pas seulement du visuel, c'est aussi une protection mécanique, c'est aussi une protection électrique supplémentaire. Et j'ai envie de croire, mais c'est normal, je défends la solution UNEX, que si j'avais le choix, en tant que copropriétaire, je prendrais la solution de gauche, parce que c'est celle qui valorise le mieux mon patrimoine et qui valorise le mieux mon bien immobilier, et qui en même temps m'apporte le meilleur niveau de sécurité. Alors, quand on doit contribuer à la pérennité de cette installation qui va durer aussi longtemps que ce que la copropriété va rester debout, et on parle là en dizaines d'années, il va être important d'avoir des produits qui, s'ils sont posés à l'extérieur, et je sais qu'il y a dans la salle des gens qui proposent des solutions collectives pour l'extérieur, qui mettent déjà en œuvre ce type de solution, il est important d'avoir des produits qui résistent aux intempéries, qui résistent aux UV, qui aient une totale insensibilité à la corrosion, parce qu'on évoquait tout à l'heure le fait que ce sont des installations qu'il va falloir entretenir et maintenir, et il faudra aussi entretenir le chemin de câble, et parfois, en fonction de la solution qu'on va retenir, si la solution rouille, ce sont des traînées de rouille, c'est un défaut d'esthétique, et parfois, il faut envisager de repeindre. Donc, derrière, il sera également important, pour une bonne pérennité de l'installation, d'avoir des produits qui présentent le meilleur niveau de résistance au choc possible, c'est-à-dire une résistance au choc ICALIS. Bien, vous vous dites, bon, il est bien, il est parfait, son produit, il dit papa, maman, donc il coûte plus cher. Bien écoutez, je crois pas. Je crois pas, et les gens qui en font l'expérience, sur la durée, et je ne parle pas seulement de quelques années, mais on va parler de toute la durée de vie de l'installation. Lorsqu'un chemin de câble isolant est mis en œuvre, au-delà de la simple obligation réglementaire, mais parce que vous allez en faire le choix, c'est un produit qui, une fois qu'il est posé, ne nécessite aucun entretien, aucune maintenance, et qui ne doit faire l'objet d'aucun contrôle périodique, puisque n'étant pas métallique, on n'a pas à en vérifier son équipotentialité. Donc, c'est du tout compris dès la pose, dès la livraison de l'installation, et ensuite on l'oublie. Oui, parce que dans l'autre cas, pardon de vous couper, Laurent, dans l'autre cas, il faut faire des contrôles périodiques sur les installations qui sont faits par des bureaux de contrôle, hein, je crois. Alors, on est dans le cadre d'une installation privée, et notre collègue de Consuel interviendra sur le sujet et précisera ce point-là. Je ne suis pas sûr que ce soit une partie de l'installation qui doive faire l'objet d'un contrôle périodique obligatoire. Pas encore. Ouais. Je dis je ne crois pas, mais ça ne veut pas dire que j'approuve. Parce que c'est une partie collective de l'installation sur laquelle le niveau de sécurité est, de mon point de vue, aussi important que dans un établissement recevant des travailleurs. Dans un établissement recevant des travailleurs, ces contrôles périodiques sont obligatoires.
ils ne le sont pas, à ma connaissance, encore, dans les parties collectives des immeubles d'habitation collective. Et pourtant, l'enjeu de sécurité est encore plus important puisqu'on a affaire à du public, on n'a pas affaire à des travailleurs qui connaissent les règles d'utilisation des locaux, qui sont soumis à la sensibilisation de la sécurité au travail. On est vraiment dans le domaine du privé, et je crois que dans le domaine du privé, on devrait devoir un niveau de sécurité encore accru par rapport à un établissement recevant des travailleurs. On posera la question au consuel alors après. Oui. Je vous ai coupé alors dans votre présentation. Pardon. Non, merci Xavier, j'apprécie tes questions. Bien, tout ça mis bout à bout, la solution du chemin de câble isolant, UNEX, est financièrement intéressante. Bien, je ne m'étendrai pas plus longtemps, simplement sachez qu'il existe en alternative au chemin de câble lorsqu'on est sur des installations avec un faible nombre d'emplacements et où donc la capacité nécessaire est plus réduite. On propose en variante au chemin de câble une goulotte qui, en tout point, présente les mêmes niveaux de performance, les mêmes avantages et les mêmes bénéfices que notre chemin de câble, à la capacité près et à cette différence près qu'une goulotte a besoin d'être posée en appui contre un support continu. Voilà. Je compléterai en disant qu'à destination des maîtres d'ouvrage, des architectes, des bureaux d'études, nous mettons à leur disposition sur notre site internet un certain nombre d'outils qui leur permettront, s'ils le souhaitent, d'aller jusqu'à la maquette numérique de l'installation. Merci à vous. Voilà, merci Laurent sur cette présentation. Alors ce qu'on retient là, peut-être Laurent, j'avais une question à vous poser. C'est d'ailleurs elle a été posée par le public. C'est pendant combien de temps va durer cette installation? C'est quoi la durée de vie qu'il faut prévoir? Elle vaut cette question pour Didier, pour Bastien aussi. Je crois que c'est assez facile de répondre. La durée de vie du bâtiment. Parce qu'aussi longtemps qu'il va y avoir des occupants dans les appartements et des occupants qui vont vouloir recharger des véhicules dans au moins un des box de l'installation devra rester opérationnelle. Un immeuble, il est construit aujourd'hui, il y a encore debout des immeubles des années 60, 70, qui ont aujourd'hui 50 ans et plus. Il faut se projeter sur des installations qui devront durer aussi longtemps. Ouais.